Chers téléspectateurs d'Énergie TV, merci de rester fidèles à votre émission Face au public. Bienvenue à ce numéro spécial Face au public qui va se tenir aujourd'hui en français. Nous avons comme invité Moussa Ag Atayer, porte-parole de la SEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui est partie signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et aussi nous avons un analyste avec nous, M. Boubacar Bokou, et aussi un chercheur sociologue. Il s'agit du docteur Ali Tunkara, qui est directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Voilà, donc comme vous le savez, l'actualité étant dominée ces dernières semaines par la crise que nous traversons, à savoir les revendications portées aujourd'hui par le mouvement du 5 Rassemblement des forces patriotiques qui demande la démission du président de la République et de son régime. Et nous avons vu aussi, entre-temps, la formation d'un autre mouvement, à savoir la convergence des forces républicaines qui demande aussi de soutenir les institutions en place. Et jusque-là, nous n'avons pas entendu certains acteurs maliens, à savoir la SEMA, précisément. Et je vais dire qu'il y a aussi un acteur clé aujourd'hui de la crise malienne. Et nous avons jugé nécessaire de les appeler pour les entendre aussi par rapport à ce qui se passe. Et donc, sans plus tarder, nous allons camper les décors. Je vais commencer par vous, mon frère Moussa Ag Atayer. Et aujourd'hui, on aimerait savoir quelle est la position de la SEMA par rapport à la situation sociopolitique qui traverse le pays. Merci bien pour l'opportunité encore que vous nous offrez pour nous exprimer sur un certain nombre de sujets qui tiennent à cœur l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Merci aussi à vos téléspectateurs qui nous suivent et partagent avec nous ces regards parfois croisés de notre actualité commune. Pour ce qui est de la position de la SEMA vis-à-vis des évolutions récentes à Bamako, je pense que effectivement on a pris du temps avant de s'exprimer. Oui. Cela est dû au fait qu'on avait un comité directeur de la SEMA qui était en préparation, qui s'est tenu à partir du samedi et qui s'est clôturé hier dans l'après-midi à Kidal, qui a été couronné par un communiqué final qui touche un certain nombre de questions en rapport avec la mise en œuvre de l'accord, les aspects sécuritaires, les aspects politiques institutionnels, de réconciliation, et donc tous les aspects qui sont inscrits dans l'accord pour la paix. Oui. Et en plus de ces aspects-là, nous avons, la SEMA a officiellement donné sa position, pas position peut-être, mais a donné son avis sur ce qui se passe. En tant qu'acteur national, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe dans le pays en général et particulièrement cette dernière semaine à Bamako. La SEMA a pris note de ces évolutions-là et a appelé tous les acteurs concernés, toutes les parties concernées que ce soit l'opposition, la majorité, le gouvernement, à privilégier la voie du dialogue qui est la seule issue possible pour tout malentendu ou toute revendication d'où qu'elle vienne. Donc nous souhaitons qu'il y ait un dénouement heureux à cette crise-là et que le pays ne soit pas prisonnier ou pris en otage par des revendications essentiellement localisées à Bamako. Donc je pense que c'est essentiellement votre position. Mais après, nous allons vous demander à savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous avez comme autre analyse en ce qui concerne les causes qui font qu'aujourd'hui nous traversons cette crise. Je sais que vous n'avez pas la même perception que les autres, j'ai vu le communiqué, mais en attendant, je vais vers Ali Tunkara. Ali Tunkara, on peut dire aujourd'hui qu'est-ce qui a déclenché cette crise aujourd'hui que nous traversons au Mali? Alors, les raisons sont vraiment plurielles, hein, il faut quand même le rappeler. Lorsqu'on écoute le mouvement du 5 juin, naturellement, il a mis en évidence ce qu'on pourrait qualifier tous les facteurs qui expliquaient le dysfonctionnement de façon générale de la gouvernance du pays. S'agissant de l'offre sécuritaire, tant dans les régions du nord du Mali ainsi que celle du centre,
en passant par l'offre, si vous voulez, de cette façon dont la justice également est distribuée, qui est perçue par un nombre important de Maliens comme une justice à géométrie variable, tout en questionnant également les mépris qu'aurait l'élite politique vis-à-vis même de l'éducation, avec ces grèves intempestives du début du quinquennat du président Keïta aujourd'hui. Naturellement, s'il y a un dénominateur commun entre toutes les sensibilités du Mali, cela consisterait à dire qu'effectivement, l'éducation n'a pas du tout été quelque chose de préoccupant sous ces quinquennats. De la même manière également, je pense que quand on écoute ces mouvements, naturellement, il revient sur quand même un certain nombre de malversations financières qui ont émaillé dès le début du quinquennat du président Keïta, de l'achat de l'avion présidentiel, lequel l'avion, jusqu'ici quand même beaucoup de Maliens méconnaîtraient son prix réel. Je me demande si le président lui-même connaît le prix réel de cet avion. De la même manière également, tout cet argent utilisé de façon tout à fait peu orthodoxe lors de l'achat d'un certain nombre d'équipements militaires, lesquels équipements militaires sont malheureusement jugés dans un premier temps par l'élite politique elle-même, des équipements défectueux, des équipements qui ne répondent pas aux exigences sécuritaires auxquelles le pays fait l'objet. Donc vous voyez, en somme, ce sont de façon simple tous ces facteurs liés à l'éducation, à la manière dont la justice est distribuée, à l'offre sécuritaire, en passant par justement ces sentiments de se retrouver dans un état où une poignée d'individus serait carrément à l'abri même de poursuites judiciaires, ces sentiments de se retrouver dans un pays où une poignée d'individus effectivement s'accaparerait de toutes les richesses du pays sans pour autant avoir cette exigence de réévaluabilité pour qu'il parle de la démocratie quand même naturellement. Cette notion de la réévaluabilité elle est fondamentale. Mais malheureusement, le président Keïta, on l'a vu dès le lendemain de son accession à la magistrature suprême, effectivement, il avait fait la lutte contre la corruption, son cheval de bataille, mais malheureusement, les résultats obtenus jusqu'ici pourraient nous laisser entendre que le président Keïta et son entourage ont incontestablement échoué dans ses fonctions nobles qui sont la lutte contre l'impunité, qui sont entre autres d'offrir une offre de sécurité aux Maliens, qu'ils soient du nord ou du sud. Mais malheureusement, ce sont toutes ces difficultés aujourd'hui qui expliqueraient maintenant le pourquoi de ces mouvements. Maintenant, tout dépendra de quelle analyse avons-nous de ces mouvements. Est-il légitime ou est-il légal? La question de la légitimité, elle est sans équivoque. C'est un mouvement qui est légitime. Vous ne pouvez pas trouver un Malien aujourd'hui qui est objectif avec lui-même, qui vous dirait que effectivement, l'offre sécuritaire au Mali est tout à fait adéquate. Vous ne pouvez pas croiser un Malien homme et femme qui vous dirait que l'éducation sous le quinquennat du président Keïta a été effectivement tout à fait préservée. Il est difficile de trouver aujourd'hui un Malien qui pourrait vous dire qu'effectivement, la santé a été la préoccupation du président Keïta. On l'a entendu lui-même lors d'une de ses sorties dire qu'effectivement, la grève observée par le corps médical ne lui a pas été, il n'a pas été informé de cela. Vous comprendrez aisément combien un président de la République qui serait tout à fait dans les dénis d'une telle, ce que j'appellerais, d'une telle urgence aussi, c'est plus qu'un pli pour une nation. Donc, gréver pendant plus de mois et 10 jours, que cette grève ne soit pas portée à la connaissance quand même de la première personnalité du pays, du point de vue démocratique, cela est scandaleux. Donc ce sont ces raisons, entre autres, qui expliqueraient aujourd'hui le pourquoi un tel mouvement a eu ces regains d'intérêt de la part d'un nombre important de Maliens de tous les bords d'ailleurs. Beaucoup. Et certains pensent que les élections législatives qui viennent de passer ont fait que les choses ont été précipitées d'une manière parce qu'on sait que c'est juste après la proclamation. Le vase. Voilà, effectivement. Non, c'est tout à fait exact, mais il faut aller en profondeur, il faut éviter de rester superficiel. J'ai compris dans l'analyse de M. Tungara comment il a décrit, il a dépeint la situation oligarchique de la gouvernance en réalité. De quoi il s'agit en réalité aujourd'hui, il faut qu'on interroge le système de gouvernance. Donc ça veut dire que le système démocratique lui-même, des années 90 à aujourd'hui, quand on fait le bilan, c'est un échec. Et quand vous prenez la crise
post-électorales liées aux législatives, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est la Cour constitutionnelle qui est indexée de façon générale. Et le fonctionnement de la Cour suprême fait aujourd'hui qu'au niveau même de la nomination de la Cour constitutionnelle, vous avez le mode de désignation déjà qui emporte beaucoup de suspicions. Vous avez 3 qui sont nommés par le président de la République, 3 par le Conseil supérieur de la magistrature qui est encore le président de la République, et 3 par le président de l'Assemblée nationale qui encore est le président de la République. Donc vous avez 9 sages qui sont désignés par le président de la République. Donc une telle institution qui aurait dû être au-dessus de la mêlée, qui aurait dû être sans reproche, se trouve être déjà suspectée. Alors, si toute la classe politique est d'accord que le ministre de l'administration territoriale ne fait qu'annoncer des résultats compilés par le gouvernorat, qui est diffusé de façon provisoire par le ministre de l'administration territoriale, mais maintenant vérifié et récomposé par la Cour constitutionnelle. Et qui n'est susceptible d'aucun recours. Ça, c'est connu de toute la classe politique. Donc ce mécanisme a toujours existé, il n'est pas nouveau. Ce n'est pas le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta qui a réinventé la roue. Donc c'est un mécanisme qui a profité à des moments à d'autres politiques, que tout le monde a su entériner et accepter par rapport à des comportements inhérents à cette classe politique qui, en réalité, est un échec, pas tant pour le Mali. Donc aujourd'hui, il s'agit de réinterroger le système démocratique et de se dire comment il faut faire pour changer le système. Aujourd'hui, le mouvement du M5 qui est en gestation, aujourd'hui, quand vous observez... Qui est en place, on dirait. Qui est en place, pas en gestation. Permettez-moi d'avoir cet emprunt, parce que j'estime qu'il n'est pas à la maturité de haute. Ils ont organisé des grands rassemblements, on a vu. Oui, vous savez, M. Timbo, quand vous regardez ces 2 rassemblements, je vous rappelle que Ibrahim Boubacar Keïta a été plébiscité à un moment donné, mais il n'a pas atteint 2 millions de Maliens. Et pourtant, nous sommes au-delà de 15 millions de Maliens. Ok, supposons que M. Diko en a mobilisé 3 millions, d'après ce que j'ai vu, c'est à peu près 3 millions, mais 3 millions, ce n'est pas encore le Mali. Et 1 million ou 2 millions, ce n'est pas encore le Mali. Donc, et Ibrahim Boubacar Keïta qui a été élu sur la base d'à peu près 1 million d'habitants, qui bénéficie de la légalité, mais n'a pas la légitimité réelle de sa population. Autant M. Diko aussi qui a pu peut-être mobiliser. Pas lui seul. Hein. Oui, je prends le leader, je ne vais pas nommer tout le monde. D'autres organisations, voilà, c'est le leader, de toute façon. Parce que c'est le minima sur lequel les gens se sont mis d'accord aujourd'hui. Parce que quand vous regardez déjà au niveau du dialogue national inclusif, tout ce qui a été revendiqué et dit par le M5 aujourd'hui l'avait été déjà traité au niveau du dialogue national inclusif. La seule chose qu'ils ont additionné, c'est de dire le président de la République doit démissionner, et c'est là sans condition. Donc le ras-le-bol dont M. Tounkara a fait état tout de suite, qui est quand même les conséquences d'une suite de mauvaise gouvernance, parce que c'est un cumul, et le pouvoir étant une succession de déchets de gouvernance. Donc ils ont tous entériné les déchets depuis Moussa Traoré est tombé. Tous les gouvernants, c'est à ce moment qu'on a commencé à assister à des milliardaires. Le vol, c'est sous Alpha. Les premières réquisitions qui ont été faites pour donner nos ressources minières à certains multinationales à des conditions que nous savons aujourd'hui qui mettent le pays à genoux, c'est exactement ce mouvement démocratique qu'il a fait. Je rappelle que là, effectivement, quand vous rentrez, c'est là où je félicite les gens de la SEMA, parce que quand je regarde le relevé de conclusions, dans lequel ils ont acté un état de fait qui fait qu'effectivement, une partie de la souveraineté des ressources reviennent à la collectivité locale, ce qui est acté dans l'article 70 de notre Constitution qui dit que nous sommes dans la libre administration. Donc les actes qui sont posés à ce niveau sont des actes bel et bien légaux dont doivent s'approprier toutes les régions du Mali. Donc en réalité, nous ne sommes pas en train de faire la lecture de l'architecture que nous avons aujourd'hui. L'opportunité a été donnée à la classe politique à un moment donné par Ibrahim Boubacar Keïta lui-même pour qu'on aille à la révision constitutionnelle. Ils ont fait un blocage pour dire Ante Abana. Mais Ante Abana par rapport à quoi? Par rapport à un certain nombre de contenus, mais sans apporter de pollution de rechange. Donc si on n'apporte pas la nouvelle architecture institutionnelle, les besoins réels par rapport à ce que la SEMA réclame de l'autre côté, par rapport à ce que nous, citoyens, nous avons comme demande vis-à-vis de nos dirigeants, tout cela doit être compris dans une nouvelle architecture institutionnelle qui n'est pas encore réfléchie par nos politiques. Donc aujourd'hui, vous allez le président Ibrahim Boubacar Keïta avec cette même constitution, vous remettez un encore qui est un monarque, parce que le pouvoir constitutionnel donne tous les pouvoirs pratiquement au président de la République. Il est chef suprême des armées, il est le chef de la magistrature, mais finalement, le président de la République, en lui seul, occupe les trois pieds du tabouret. Le législatif, c'est lui, même si c'est par ricochet, c'est lui qui gère le législatif,
Parce que le président de l'Assemblée nationale, on a écouté des gens qui disent qu'il a été nommé. Comment il peut nommer si les pouvoirs sont réellement séparés? Et au niveau de la justice, c'est le parquet qui gère les affaires judiciaires, donc encore inféodé au ministre de la Justice, qui en même temps à son chef qui est le Conseil supérieur de la magistrature de l'autre côté. Donc finalement, les pouvoirs sont accumulés de façon constitutionnelle aux mains du président de la République. Donc il faut déconcentrer. Il faut aujourd'hui qu'on accepte d'aller au partage du pouvoir, d'aller à la déconcentralisation, à la décentralisation réelle, pour que chacun puisse gérer une portion du pouvoir qui lui est dévolue, notamment le législatif. Une partie du législatif doit tomber sur les exécutifs locaux, une partie du judiciaire doit retomber, mais un seul président n'a pas le droit de s'accaparer de tout le pouvoir. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et tant qu'on n'a pas revisité ce système, ça veut dire qu'aujourd'hui vous enlevez Manassa, excusez-moi, je finis. Vous enlevez Manassa au niveau de la Cour constitutionnelle parce qu'on estime que c'est elle. On reprend encore 9 autres dans les mêmes conditions, mais ils vont faire le travail dans les mêmes conditions. Donc qu'est-ce que vous avez changé? Vous avez changé d'homme, mais le système lui-même qui pose problème, vous ne l'avez pas changé. Et il est encore élu pour 7 ans. Encore Ibrahim Boubacar Keïta, quand on va lui dire de dissoudre la Cour constitutionnelle, il a dissous. Il remet encore une autre cour qui va faire encore 7 ans. Ça veut dire que les présidentielles de 2023 seront effectuées par une Cour constitutionnelle qui est encore une émanation du système, du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Moussa Attaher, on pouvait penser qu'après 6 mois de la tenue du dialogue national inclusif, qu'on allait tomber dans une telle crise après des recommandations, des résolutions qui sont sorties de ces dialogues-là. Est-ce que les Maliens pensaient qu'on allait encore revenir à cette crise-là? Il est clair que le dialogue national inclusif a été un rendez-vous important pour l'ensemble des forces vives de la nation, pour l'ensemble des populations maliennes. Ça a été un rendez-vous assez particulier en ce sens qu'il a été, je pense en tout cas, depuis que j'ai commencé à être actif dans le processus de paix au Mali, c'était l'unique occasion où les Maliens se sont réellement parlé et de manière assez représentative des différentes couches de notre population. Donc quand on réussit un tel exercice, c'est clair qu'on ressort de l'exercice avec un certain espoir. Donc, cet espoir était un espoir partagé par toutes les populations du nord, du sud, de tous les acteurs politiques, société civile et autres. Et ce qui a commencé le... Qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je ne pense pas que 6 mois après le dialogue national. Je ne pense pas que les manifestations actuellement en cours sont le reflet de l'échec du dialogue national. D'aucuns disent que parce que ça n'a pas été appliqué. Les résolutions n'ont pas été appliquées comme il fallait. Je ne partage pas tellement ce point de vue. Le dialogue national avait prévu un certain nombre de résolutions à mettre en œuvre sur un calendrier. Et ce calendrier avait commencé à être mis en œuvre. Le premier point de sa mise en œuvre, c'était la tenue des élections législatives pour permettre au Mali de se doter d'une Assemblée nationale légitime et répondre à ces critiques permanentes de la non-légitimité de l'Assemblée existante. Donc je pense que ce point a été réussi. Il a été réussi en tout cas en termes de réalisation. Je ne juge pas de la légitimité des personnes. Je n'en ai pas le baromètre. Ça a été quand même des sources de contestation. Maintenant, donc, il y a eu les législatives. Ouais. On était parti aussi pour la préparation des autres résolutions. Je pense que le seul élément qui a manqué et qui est déploré par tous les participants au dialogue national inclusif, c'est le comité de suivi des résolutions et qui allait suivre la mise en œuvre de ces résolutions. Malheureusement, ce comité de suivi n'a pas eu lieu. Ça, en tant que participant au dialogue, je le déplore. Et je souhaite que ça soit remis sur la table et que ça soit mis en place. Maintenant, les causes de ces soulèvements actuels ne sont pas liées à l'échec du dialogue national, de mon point de vue. C'est un ensemble, je pense, quand on étudie un peu les différentes revendications, elles sont, je trouve que la plupart, c'est des revendications spontanées, qui ne reposent pas sur des causes profondes. C'est quand du jour au lendemain on demande la démission d'un président de la République. Est-ce que les diagnostics a été bien fait au dialogue? Je trouve si on entend aujourd'hui certains disent que le problème c'est le président et son régime, je me demande est-ce que le diagnostic a été fait au dialogue national? Ce qui me surprend, c'est que la majorité des acteurs qui font les diagnostics dont vous parlez étaient tous présents au dialogue national inclusif. Ils étaient tous parties prenantes et c'est ensemble
que nous avons réalisé. C'est ensemble que nous avons établi les différentes recommandations. Ça veut dire qu'ils étaient tous partants pour que ces recommandations soient désormais une sorte de feuille de route pour le gouvernement et pour les décideurs. Mais est-ce que c'est les tares de ces institutions qui relèvent aujourd'hui le mouvement des 5 rassemblements des forces patriotiques ont été relevés au cours de ces dialogues? Je pense que oui. Je pense qu'on a tous dénoncé la mauvaise gouvernance, on a dénoncé la corruption, on a proposé des alternatives à la corruption qui gangrène les différents systèmes de l'État. On a proposé, il y a eu beaucoup de propositions. Donc je ne pense pas qu'on a un problème de diagnostic. Et je rappelle que ces revendications actuellement soutenues par les manifestants n'étaient pas à l'ordre du jour à l'époque. Parce qu'on demande la démission du président, on demande la dissolution de l'Assemblée. Et ce qui est contradictoire, à l'époque, on demandait d'aller à des élections pour avoir des députés et répondre à cette absence de légitimité des anciens députés. Donc je pense qu'il y a parfois, dans nos revendications, en tout cas dans les revendications de certains de nos compatriotes, des antagonismes qu'il faut régler. Et d'où l'appel que la SEMA a lancé au dialogue. Nous sommes des partisans de ce dialogue-là parce que nous en avons aussi l'expérience. Nous étions en conflit ouvert avec l'État et c'est clair, certains nous diront on est mal placé pour donner des leçons, on me l'a déjà dit depuis hier, mais malgré qu'on ait pris des armes, on a pris la première main tendue du gouvernement de notre pays. Et je pense que quand la main est tendue, il faut la prendre. Et nous avons pris cette main et bien sûr, nous n'avons pas cherché à prendre le coude. On s'est limité à la main et nous avons travaillé avec cette main-là pour arriver à la signature de l'accord. Donc aujourd'hui, je pense que ceux qui revendiquent, ceux qui sont dans la rue, les revendications sont toujours légitimes. C'est-à-dire, en démocratie, il faut faire la promotion de la revendication, c'est très important, mais il faut aussi toujours laisser la place au dialogue et ne pas avoir des revendications extrêmes. D'accord. Et Dr Ali Tougara, qu'est-ce que ces revendications peuvent servir aujourd'hui à la nation, à la démocratie malienne? Je pense que déjà, elles sont un témoignage éloquent de ces déphasages entre les attentes légitimement exprimées par un nombre important de populations et celles satisfaites par l'élite politique. En écoutant M. Bokoum et M. Hag, vous comprendrez aisément qu'un nombre important de Maliens, à travers ce mouvement du 5 juin, ne se retrouvent pas jusqu'ici dans les différentes réponses apportées par le président Keïta afin de satisfaire ces demandes formulées ça et là. C'est vrai que Bokoum faisait allusion à un moment donné de cette nécessité de tenir compte du terroir, c'est important dans une démocratie. Mais sauf que on ne décentralise pas la misère, on ne décentralise pas la pauvreté, on ne décentralise pas ou régionalise pas dans un État émetté. Je pense qu'on a quelqu'un un peu notre modèle sur celui du Canada. Pour qui connaît un peu le Canada, malheureusement, ça n'a rien à voir dans le contexte malien. C'est une raison qui expliquerait d'ailleurs la non-incorporation de l'accord par un nombre important de Maliens, parce qu'on trouve que par ces différentes dispositions, effectivement, et naturellement, c'est d'assister aux funérailles de l'État. Telle est ma vision de l'accord déjà. Donc, je pense que son non-application effective est même une chance pour les Maliens. Hein. Alors maintenant, s'agissant de revendications faites par ce mouvement du 5 juin, en toute objectivité, la légalité, elle ne peut pas se causer pour des raisons très évidentes. Voilà, les Maliens vous diront où était la Constitution lorsque des sommes aussi importantes avaient été destinées à acquérir des équipements militaires. Où était la Constitution lorsque des entorses très graves sont faites à la Constitution? Où était la Constitution lorsque beaucoup estimeraient que les résultats issus des urnes ont été falsifiés, ça et là. Donc, je pense que le juridique aujourd'hui, il est une insulte pour les Maliens. Dans des situations qui dépasseraient l'entendement, il me paraît important d'agir en termes d'utilité et en termes de pragmatisme aujourd'hui. La Constitution, il faut vraiment la mettre sur la touche, le temps de trouver un compromis politique. Une fois que ce compromis est trouvé, nous allons faire appel aux juristes
de l'habiller. Mais à l'heure actuelle de la crise, parler de la Constitution, c'est vraiment d'insulter le monde. Mettre la Constitution de côté. Jusqu'à ce qu'on arrive à trouver d'abord un existant. Un putsch provisoire. Moi, je sais que j'ai très souvent mes amis juristes, on va enterrer la Constitution. En tout cas, on va quand même la mettre dans les... Trouver une solution politique. Il faut mettre la Constitution dans les frigos. Le temps de trouver déjà sur quoi allons-nous décoller. Et une fois que cela est trouvé, on va faire appel aux juristes maintenant pour donner un habillage. Mais c'est ce chemin qui est emprunté aujourd'hui, je pense. Il y a des démarches en cours, clairement. Des propositions. Le président de la République a fait des propositions de solutions. Je me dissocie clairement aussi du mouvement M5 lorsqu'il demanderait un départ prématuré du président. Je crois que le 4 juin déjà, mes écrits l'ont témoigné. Aujourd'hui, vouloir trouver des solutions de raccourci pour le maintien de l'Assemblée nationale, trouver des solutions de raccourci pour le non-démembrement de la Cour constitutionnelle, trouver des solutions de raccourci pour le maintien du Premier ministre Dr Boubou, si c'est reconduit, je pense que c'est vraiment de déplacer le problème. Aujourd'hui, en toute objectivité, ces revendications qui sont mises en évidence par le mouvement du 5 juin ne sont pas contraires à celles déjà posées ou formulées lors du dialogue national inclusif. Vous conviendrez avec moi quand même que lors de ce dialogue, beaucoup de Maliens ont quand même mis en évidence à combien les hommes en charge, les hommes et les femmes en charge de nos institutions posent quand même un problème d'éthique. Les hommes et les femmes en charge de nos institutions posent clairement un problème de crédibilité. Mais je pense que vouloir crise de confiance quelque part. Hein. Non, même pas une question de confiance. En fait, ceux-ci n'ont aucune, si vous voulez, éthique vis-à-vis de l'institution à laquelle ils sont en charge. C'est là que je ne m'associe pas à l'analyse de M. Bokoum. Lorsqu'il disait qu'il faut vraiment revoir le système, le problème ne se pose pas en termes de système, mais les hommes en charge du système. J'ai la ferme conviction aujourd'hui. On peut faire appel à la Constitution américaine, à la Constitution danoise, ou peu importe le pays. Du moment où les hommes en charge de cette Constitution n'obéissent pas à l'éthique et à la morale, c'est que du vent. Je pense que dans le contexte malien, il est extrêmement important qu'on sache de dire aux gens le problème résiderait dans l'institutionnel. Mais le problème résiderait plutôt quel usage faisons-nous de l'institutionnel. Où allez-vous trouver dans la Constitution de violer, où allez-vous trouver dans la Constitution de tricher, où allez-vous trouver dans la Constitution justement où l'on légitimerait les partis politiques. Donc c'est pour vous dire que tout ce dont nous assistons aujourd'hui ne serait que l'émanation de cette absence cruelle de l'éthique et de la morale chez les agents de l'État qui sont en charge. Même l'insécurité, quand on va la creuser de façon tout à fait sérieuse, on va se rendre compte que c'est cette non-distribution égalitaire et équitable de la justice entre toutes les composantes de la nation qui expliquerait le pourquoi aujourd'hui, effectivement, un nombre important de Maliens penseraient que l'État il est tout à fait inutile. Donc là, ça interroge même la question de l'utilité de l'État, du moment où les acteurs en charge de cet État ne sont pas du tout loyaux face aux communautés. Je pense que le problème fondamental du Mali est celui également du mouvement du 5 juin, effectivement, résiderait dans les hommes qui sont en charge de nos institutions et non les institutions en elles-mêmes. Ça, c'est extrêmement important. D'accord. Est-ce que il faut chaque fois se lever et revendiquer ses droits pour en bénéficier? Parce qu'on a vu avec ces rassemblements c'est des pratiques, la grève des enseignants a pris fin. On voit que malheureusement, c'est des pratiques... On s'est dit que ces rassemblements ont porté leurs fruits. En avant. Oui. Contrairement à ce que M. Toungara dit, c'est toujours une fuite en avant parce qu'on est dans la posture de l'homme aujourd'hui. Aujourd'hui, vouloir changer des hommes, alors que vous n'avez pas un homme providentiel aujourd'hui capable de gérer le pays à la place d'Ibrahim Boubacar Keïta, donc là n'est pas le problème. Mais l'homme, il devient défaillant comment? Quand le mécanisme qui l'encadre est défaillant. C'est ça le système auquel nous faisons allusion. Aujourd'hui, si vous aviez des mécanismes qui faisaient que le pouvoir était réellement indépendant, je vois mal quelqu'un qui est dans l'exécutif aller interférer dans le législatif. Ce n'est pas possible. Maintenant, le mécanisme fait que, oui, l'homme étant ce qu'il est, si vous avez l'opportunité, parce qu'on vous donne la latitude de voler et en toute impunité, mais vous serez très bien tenté d'y aller.
Mais si les mécanismes sont là, qui vous empêchent d'aller à cet exercice, je pense que vous regarderez par 2 fois avant d'y aller. Aux États-Unis ou en France, ces pays que nous prenons comme référence, ce n'est pas forcément parce que ces gens ils sont mieux éduqués que nous ou qu'ils sont plus civilisés que nous. Non. Mais le système est fait de telle façon que les mailles du filet, il est difficile de les franchir. C'est toute cette difficulté. Ils sont racistes, ils sont égoïstes, ils sont tout ce que tu peux penser. Mais le système est fait de telle façon que vous qui quittez l'Afrique, vous partez dans le système, vous êtes obligé de vous y conformer. Pas l'inverse. Mais nous, on s'adapte à toutes les velléités parce qu'on fait de la gymnastique pour adapter des situations à des situations. Donc, ce qui fait qu'on fait des fuites en avant. Aujourd'hui, le président, il est dans quelle posture? Sauver juste son fauteuil, c'est ça. Alors, c'est pourquoi nous remettons en cause le mécanisme même de mise en place. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, vous allez prendre un président de la République élu dans cette posture. Vous changez Manassa. Je vous prends juste un petit exemple. Aujourd'hui, que le président de la République décide de dire « Ok, je dissous l'Assemblée nationale ». Mais le mode électoral est fait de telle façon que nous avons dit que la Cour constitutionnelle a validé la candidature d'un tel ou un tel. Les moyens financiers qui constituent l'achat de conscience, on ne l'a pas encore balisé. Les gens qui se sont enrichis par le système, par la gabégie, par le vol, encore répartis sur le terrain pour aller faire des élections, vous pensez encore qu'ils ne vont pas gagner? L'administration est encore à leur solde. Le système judiciaire est encore à leur solde. Comment vous voulez que ces mêmes gens ne se retrouvent pas encore dans ce même perchoir? Donc c'est le système que vous mettez en cause. Mais il faut revisiter tout le système. C'est là où je dis que la classe politique, c'est qu'il dit. Oui, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut certainement, mais qui fait ce tri? C'est la classe politique qui se donne les normes, l'éthique, tout ce qui est faisable. Mais il faut que la classe politique se parle. C'est pourquoi quand Moussa parle aujourd'hui du dialogue, je suis parfaitement d'accord avec lui. Il faut qu'on se parle, qu'on se donne une feuille de route, qu'on se donne des règles, qu'on se donne des lignes rouges à ne pas franchir. Mais quand vous désarticulez l'État, aujourd'hui, vous mettez la Cour constitutionnelle... la constitution en veilleuse dans un frigo, et maintenant on va attendre. Mais ce que je veux vous dire, M. Tounkara, moi je suis d'accord, cette constitution, ce n'est pas tout qui est mauvais en soi. Qu'on veuille la mettre au frigo, qu'on veuille la revisiter, qu'on veuille faire quoi que ce soit, ce qu'on veut changer là-dedans, on est des intellectuels, on doit être déjà capable de dire, voilà le point qui ne marche pas, voilà ce qui ne marche pas, voilà ce qui ne marche pas. Donc nous, la troisième fois que nous avons essayé de trouver en négociant un peu avec les gens du MC, qu'est-ce qu'on les a dit? On dit, écoutez, vous pouvez demander la démission du président de la République, c'est une bonne chose. Vous pouvez demander la démission de toutes les institutions. Mais aujourd'hui, le Mali a besoin d'exister par un peu. Un pays qui a perdu plus de 4/5 de son territoire. Nous n'avons le contrôle sur rien aujourd'hui. Les gens de la SEMA peuvent en témoigner. Si Barkhane et MINUSMA dégagent, je suis sûr que la SEMA déménage demain matin à Bamako. Parce que simplement, l'espace n'est contrôlé par personne, ni par l'État, ni par ceux qu'on accuse d'être les perturbateurs et tout. On a un système d'insécurité globalisé qui fait que la zone du Nord, on ne la maîtrise pas, le centre, on ne le maîtrise pas, la zone de Banamba, on ne la maîtrise pas, la zone de Kaye, on ne maîtrise pas. Donc l'État existe sur juste une petite portion du territoire. Et toute cette armada de la collaboration du système qui fonctionne au minimum, c'est parce qu'il y a au moins un minimum d'institutions. Donc, on peut préserver. Maintenant, si on pense que c'est la Cour constitutionnelle qui pose problème, le président, il peut être maintenu dans son chapeau de président de la République pour juste gérer de façon plus ou moins allégée un certain nombre de choses. Maintenant, vous mettez en place un mécanisme qui change ce que vous voulez par la méthode de changer, mais vous ne cassez pas tout, vous ne mettez pas au frigo alors que vous n'avez pas de solution de rechange. Et c'est ce qu'en son temps, nous avons dit au niveau du M5, en passant, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu'on change tout ça, on n'est pas d'accord avec Ibrahim ce qu'il fait. Vous qui ça? Moi, en tant que citoyen, en tant que société civile, de toutes les façons, on n'est pas d'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'Ibrahim Boubacar Keïta est en train de faire aujourd'hui. Je pense que le Mali mérite mieux que ça. Mais au-delà de tout ça, ce regain de rejet de sa gouvernance doit nous amener à une plus grande réflexion. Comment on va échanger le système. Je vous donne l'exemple de l'Union soviétique en 1986 où Gorbatchev a décidé d'aller à la glasnost à la perestroïka. C'est très difficile que tu casses ta case pendant la saison de pluie et tu dis oui je vais attendre après pour en reconstruire une autre. Ça veut dire que tu vas te faire tabasser par la pluie. Donc je pense qu'il serait plus saillant de concevoir déjà un nouveau modèle, de nous dire quelle architecture institutionnelle il nous propose, qu'est-ce qu'il y a, effectivement ça. Vous allez nous faire des propositions après, les 17 millions de Maliens que nous sommes. Du débat, vous allez nous faire des propositions. Vous nous dites qu'à aller seulement dégager Ibeka et puis après il n'y a rien, on va trouver les intelligences qu'il faut, on va faire ce qu'il faut. Vous allez nous faire des propositions. Mon problème, ce n'est même pas Ibeka, je te dis que c'est le système mon problème. D'accord, mais en attendant, je voudrais demander... C'est juste l'institution qui m'intéresse.
c'est pas la personne. On va vers Moussa. Il serait parti demain. Je pense que même si Ibeka disparaissait aujourd'hui, le Mali existerait. Donc c'est pas sa personne. Qu'il se retrouve aujourd'hui en prison parce qu'il a mal géré le pays, je suis d'accord. Qu'il meurt aujourd'hui, je sais qu'il n'est pas immortel. C'est pas là le problème. L'institution que je préserve, c'est juste l'architecture dont je parle. C'est pas sa personne. Vous allez nous faire une proposition d'ici la fin. Mais avant, je voudrais savoir, au niveau de la SEMA, on a vu dans votre communiqué, pour vous, la crise s'explique en partie par le retard accusé dans la mise en œuvre aussi des réformes politiques et institutionnelles prévues dans l'accord. Expliquez-nous un peu. Est-ce que cette crise est liée à la mise en œuvre de l'accord aujourd'hui? Ce qui m'amène justement à... Parce que moi, je suis interrogatif sur un certain nombre de choses, tout en respectant, je respecte entièrement le M5, comme je respecte tout mouvement ou toute entité qui pense défendre des revendications légitimes ou des revendications qui lui paraissent quand même au moins à elle légitimes. Mais je ne pense pas que tout ce que mes prédécesseurs ont dénoncé se règle dans la rue. Je ne pense pas que les dysfonctionnements, les tares du système, les insuffisances des institutions se corrigent dans la rue. Je pense que tout ce qui est en train d'être dénoncé se corrige dans des réformes. Ça ne se corrige pas dans des congélateurs, ça ne se corrige pas en mettant la Constitution au frigo, ni en démettant X ou Y. C'est les réformes qui corrigent, c'est les réformes qui corrigent, c'est les réformes qui mettent de l'ordre dans l'organisation d'un État, dans l'organisation d'un pays. Et nous sommes des défenseurs des réformes. Aussi bien dans l'accord que dans toutes les revendications de la SEMA, nous avons pensé, bien avant le M5, bien avant beaucoup d'opposants aujourd'hui, qui à l'époque étaient au pouvoir et qui défendaient bête et ongle les mêmes institutions et les mêmes systèmes, nous, depuis 2012, nous avons dit, le problème principal du Mali, c'est qu'il faut actualiser les institutions de la République pour qu'elles soient conformes aux attentes de toutes les populations, pas seulement celles de Bamako ni de Sikasso. Et ces réformes se font à travers des discussions. Et c'est ce que nous avons commencé. Nous l'avons commencé dans l'accord, mais par la suite, nous l'avons commencé avec tous les rendez-vous que le peuple malien s'est donné avec lui-même pour en parler. C'est de tout cela qu'est ressorti la nécessité de réviser la Constitution, de réviser un certain nombre de lois, d'actualiser les modes de gouvernance en général et de rendre réelle la régionalisation ou si on veut, la décentralisation aussi. Donc, on peut faire tout le temps qu'on veut. Pour vous, la solution, c'est les réformes. On peut faire tout le temps qu'on veut au monument de l'indépendance, mais on ne va pas assainir nos institutions au monument de l'indépendance. D'où la nécessité aujourd'hui d'aller dans ce dialogue tant prôné aussi bien par la communauté internationale qu'un certain nombre d'acteurs nationaux et s'asseoir et trouver des solutions. Et j'ouvre une parenthèse sur la question de l'Assemblée. On demande la dissolution de l'Assemblée. Moi, par exemple, mon député, je ne suis pas prêt à ce qu'on l'enlève. Tout simplement parce que la population qui l'a élu n'a pas un problème avec lui. Les députés de Kida, de Tessalit, de Tessit, de Bourem, d'ailleurs, il n'y a pas eu une seule réclamation au lendemain de la proclamation des résultats, depuis les résultats du ministère de l'administration territoriale jusqu'au résultat de la Cour constitutionnelle. Donc il faut que les gens essayent d'être un peu modestes. Il y a des circonstances où il n'y a pas eu de contestation. Voilà, et donc il faut étudier la situation au cas par cas et savoir qui est illégitime, qui est légitime, etc. Il faut faire très Nous revenons à la question. Vous dites que pour vous, le problème aujourd'hui, c'est les questions des réformes. Oui. Nous savons que l'accord pour la paix et la réconciliation a été signé depuis 2015, 5 ans après. Aujourd'hui, dans votre communiqué, vous dites que les questions de fond n'ont pas été traitées, à savoir ces réformes politiques et institutionnelles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la volonté ou qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est des questions d'accord encore? Est-ce que ce n'est pas une question de volonté politique? C'est clair que après 5 ans, nous venons de fêter, pas avec grand enthousiasme, les 5 années de la signature de l'accord pour la paix. Et 5 ans après, nous sommes dans les regrets de dire qu'il n'y a pas grand-chose à avancer. Rien pratiquement, à part des éléments très invisibles sur le vécu quotidien des populations. 5 ans après, à part quelques segments du DDR et d'intégration
pour mettre en place quelques bataillons et quelques compagnies de l'armée reconstituée. Tout le reste, on est dans l'attente. La révision de la Constitution en osier, elle est plus que jamais importante. Et cela aujourd'hui prend toute sa raison quand on voit qu'une masse critique des Maliens d'ici pense également qu'on a un problème avec la Constitution. À l'époque, quand on a demandé, quand l'accord a proposé la révision de la Constitution, je pense que 80% des Maliens d'ici ont dit non, on ne révise pas la Constitution, c'est pour faire plaisir aux gens. En 2017. Aujourd'hui, c'est 80% encore à peu près qui réclament, qui pensent qu'il y a un problème avec la Constitution. Donc, je pense qu'on est en train de se retrouver sur la nécessité des réformes. Donc, les questions de fond dont vous parlez, il s'agit de quelles questions? De fond, de réformes. Les réformes aujourd'hui dont on parle, c'est la révision de la Constitution, c'est les Sénats qui étaient prévus, oui. C'est la concrétisation du transfert des compétences dans les collectivités, c'est d'apporter les ressources qu'il faut aux régions pour qu'elles soient suffisamment autonomes pour prendre leur destin en main en termes d'autogestion, c'est l'accélération également des élections des présidents des régions, parce que jusque-là, on est à l'étape intérimaire dans ces régions-là. Vraiment, là, il y a toute une batterie de réformes qui attendent. Et c'est pourquoi nous nous sommes interpellés par rapport à ce qui se passe à Bamako. Nous pensons qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que tous les problèmes du Mali se résument à ce que les M5 réclament à Bamako. Le Mali attend du nord au sud, il attend des réformes. Il attend le développement, il attend la sécurité. Et c'est pourquoi il est important de dépasser très rapidement ces blocages, parce qu'aujourd'hui le pays est bloqué. Mais toutes ces questions de réforme ne sont pas liées à la révision constitutionnelle. Alors, pour vous, où se situe le problème? À quel niveau? Qu'est-ce qui empêche la mise en œuvre de ces réformes? Je n'ai aucun problème à dire qu'il y a eu pendant longtemps, il y a eu un problème de volonté politique. Pendant longtemps, il y a eu un problème de volonté politique. Pendant les 3 premières années, on a perdu énormément de temps juste en cherchant à établir un minimum de confiance entre les partis pour se parler et pour avancer sur les différents volets de l'accord. Et après cela, on a assisté à une instabilité institutionnelle même. On a été confronté régulièrement à changer d'interlocuteur parce qu'on a changé très souvent de gouvernement, de premier ministre, de responsables de l'État. Donc, c'est là, aujourd'hui, l'instabilité des institutions impacte sur tout ce qui dépend de l'État, y compris l'accord pour la paix. Dans votre communiqué, vous suggérez la mise en place d'un cadre politique tripartite consensuel. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le CSA est bloqué? Il y a des blocages au niveau du CSA? Ce que nous avons reproché depuis un certain temps à la mise en œuvre de l'accord, c'est qu'il a toujours manqué d'un portage politique. Un portage politique, c'est quoi à nos yeux? C'est qu'indépendamment du CSA, qui est un ensemble de membres constitués de la communauté internationale, du gouvernement et des partis signataires, mais dont le rôle se limite au suivi et à l'évaluation de l'accord. Le CSA n'a aucun moyen de dicter une posture ou de dicter une décision au gouvernement pour mettre en œuvre l'accord. Donc nous avons proposé à l'époque au gouvernement et à la communauté internationale, la médiation internationale, nous avons proposé de créer un cadre politique entre partis maliens. Mais ces cadres-là, nous avons mis un cadre, mais qui a manqué malheureusement d'un portage politique à un niveau important. D'où aujourd'hui notre proposition de créer un cadre de concertation entre les partis maliens qui siègent à l'accord, mais dont la responsabilité doit relever soit du président de la République, soit du Premier ministre. Cela va créer un peu ces caractères contraignants des décisions. Est-ce que ça ne serait pas un cadre de plus, de trop? Il n'y aura jamais trop de cadres dans la recherche de la paix. Il n'y aura jamais trop de cadres pour arriver à une stabilité dans le pays. Donc il faut avoir le courage politique d'accepter certaines choses qu'on pense être impossibles ou qu'on pense être contraignantes au prix d'obtenir vraiment ce que tout le monde aujourd'hui déplore, le manque de la paix, le manque de stabilité. D'accord. Mais docteur Ali Tounkara, quelque part, cet accord, on l'a dit, ça a été signé il y a 5 ans de cela maintenant, et certains pensent qu'il est caduc. Vous l'avez dit, vous pensez que la non-mise en œuvre de cet accord est une chance.
Expliquez-nous, j'aimerais comprendre. Non, c'est important. En fait, je pense que le blocage il réside au niveau de 4 acteurs. Le premier acteur, c'est d'abord les ex-rebelles qui sont aujourd'hui sous l'étiquette la coordination du mouvement de l'Azawad. L'État du Mali, à travers ses différents gouvernements successifs, a commis des erreurs monumentales déjà, je l'ai dit, je l'écris très souvent, en acceptant des revendications que j'appellerais horizontales, des revendications verticales. En termes clairs, comment on pouvait dire qu'aujourd'hui, prenons la récente rébellion de 2012, qui est quand même orchestrée et conduite par une ultra-minorité de population de Kidal, cette ultra-minorité impose son dictat à l'ensemble des régions dites nord du Mali. Voilà. Déjà, il y a un biais. En aucun cas, on ne peut dire aujourd'hui que la SEMA incarne les régions du nord. C'est quand même du point de vue démographique et même démocratique une insulte à ces populations dites nord du Mali. Donc déjà, on a un premier blocage qu'on pourrait qualifier d'épistémologique. L'appellation déjà de l'Azawad, de toutes ces aires culturelles, de tous ces territoires, et du point de vue historique, personne ne peut le démontrer. On a quand même des historiens, je pense ici à professeur Doulaye Konaté et d'autres également, qui sont même originaires de ces régions du nord du Mali, où cette appellation Azawad serait imaginaire. Donc je pense qu'il faut corriger cela, comme l'accord même le prévoit, que les Maliens peuvent s'accorder sur cette appellation. Un autre élément important qui expliquerait le blocage réside dans le fait, comme vous pouvez imaginer, Moussag ne le rappelle pas, ces ex-rebelles devaient être systématiquement désarmés au terme de la signature de l'accord. C'est là que dans le contexte malien, le problème n'est pas lié au système, mais plutôt on a un déficit cruel des hommes qui le portent. Comment dans un État sérieux, une communauté internationale quelconque mettrait une infime partie de la population, au même titre que l'État, a-t-elle enseigne que c'est cette partie infime de la population qui va non seulement sécuriser même le scrutin, ce qui pose déjà de nombreuses difficultés. Pourquoi pas aujourd'hui la communauté internationale ne demanderait pas à la SEMA, notamment la branche militaire, d'être désarmée au même titre que les différentes milices qu'on observe au centre du pays. Donc vous ne pouvez pas amorcer de quelconque réforme si les fondamentaux d'un État déjà sont hypothéqués. Donc je pense qu'il est extrêmement urgent dans le contexte malien aujourd'hui que l'État exerce de façon tout à fait effective et réelle son dictat sur l'ensemble du terroir. C'est en cela que l'on peut parler de ces différentes réformes qui sont nécessaires. Mais sauf que, comment j'avais dit à l'entame de mon propos, on ne décentralise pas la misère. On ne décentralise pas un État émietté. Un exemple très basique, moi je suis venu de ces régions dites nord et celles du centre notamment, il y a à peine 15 jours. Même les différents aéroports à l'intérieur du pays sont quand même détenus par des autorités non maliennes. Ça interroge quand même la question déjà. Quelle autorité vous voulez? La mission onusienne qui est même dans nos aéroports. Donc l'État du Mali ne sait même pas déjà ce qui se passe à l'intérieur. L'aéroport de Mopti, l'État du Mali ne sait pas ce qui se passe à Fort Thierry, à Kidal, à Mopti, à Tombouctou. Donc c'est pour vous dire que... Problème d'intégrité territoriale. Ce problème, il est clairement évident que l'État aujourd'hui n'a aucun prisme sur les régions du nord du Mali, hormis les centres urbains où il y a un semblant de contrôle étatique qui est émaillé par la présence de l'administration. Je pense fondamentalement, tout près hier, quand on parle du mandat de l'administration, demander au haut commandement militaire, est-ce celui qui a conçu le mandat qui est porté par la France au nom du Mali. Vous comprendrez aisément combien ces exigences doivent être d'abord réglées avant d'amorcer une quelconque réforme. De la même manière également, vous ne pouvez pas demander des réformes, notamment celles relatives au territoire, des entités qui n'obéissent à aucun critère d'objectivité au nom d'une, je dirais, au nom d'une ultra-minorité. Je pense que ça, ce sont des biais, entre autres, qui font qu'aujourd'hui, je suis ni de la majorité, ni de l'opposition. Je parle des évidences aujourd'hui qui font que l'accord pour la paix et la réconciliation ne pourrait aucunement être appliqué. D'ailleurs, c'est très important qu'il ne le soit pas, parce que, admettons qu'aujourd'hui, un État aussi défaillant, un État aussi émietté, que des entités anthropologiques arrivent à assurer leur propre sécurité. M. Aga fait allusion au cas du président des régions.
Mais c'est quand même scandaleux. Vous êtes dans des démocraties abouties, ce ne sont pas ces présidents des régions qui ont une telle autonomie comme prévu dans cet accord pour la paix et la réconciliation. Donc je pense que si l'on ne s'interroge pas, si ce blocage est réel, de pourquoi la non-application de l'accord, on va continuer à accuser la coordination des mouvements de l'Azawad, on va continuer à accuser l'État central du Mali, on va continuer à accuser la force onusienne. Et tout cela aujourd'hui, comme acteurs en présence, tous ces acteurs ont mis le Mali sur la touche. Le Mali n'a aucune maîtrise de ces différents acteurs qui opéreraient au nom de la paix. Donc, je pense que ça, ce sont des fondamentaux d'abord qui doivent être bien installés. Une fois stabilisé, on peut amorcer tranquillement les réformes administratives et institutionnelles nécessaires. Votre réaction ensuite, beaucoup va prendre la parole. Allez-y, parce que M. Tounkara, je pense qu'il est sorti carrément de l'ordre du jour du thème du débat. Non, il est dans les thèmes, c'est toujours par rapport à l'accord, avec l'accord, les réformes prévues. Parce que vous avez expliqué dans votre communiqué. Il ouvre un débat intéressant sur les questions de l'accord qui nécessite même un débat plus approfondi. Parce que je prends note d'un certain nombre de points qu'il a soulignés. D'abord, il parle des minorités, ultra-minoritaires, etc. Vous êtes chercheur, vous êtes professeur d'université. Je pense qu'il faut faire très attention avec les qualificatifs. Je ne sais pas sur quelle base M. Tounkara se fonde pour parler des minorités. Juste pour ça, parce que si c'est, est-ce que c'est une minorité en termes numériques? Est-ce que c'est une minorité en termes de légitimité? Est-ce que c'est une minorité en termes d'espace? Je ne comprends pas. Mais je rappelle à M. Tounkara que toutes les revendications que les peuples ont portées depuis des siècles ont été portées toujours par une partie du peuple, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires. Elles ont toujours été portées par ceux qui ont eu le courage et qui ont pris et choisi le moment et l'opportunité de le faire. Que ce soit les indépendances des États ou les revendications des peuples, tout simplement. Donc, les caractères minoritaires de population de la ne suivez pas dans ces cadres. Mais le deuxième point, il fait référence à des historiens. L'historien auquel il a fait référence n'est pas ma référence. Parce que quand un historien prend parti, je pense qu'il ne peut plus être la référence que pour ceux qu'il défend. Donc, il ne constitue pas ma référence et je suis ouvert à un débat profond. D'accord, on aura l'occasion. Enfin, le dernier point, c'est qu'il dit pour un État défaillant, il ne faudrait pas aller aux réformes. Moi, c'est vraiment le contraire, M. Tounkara. Mais un État défaillant... aussi. Défaillant, moi je me limite à défaillant, je ne vais pas utiliser le mot failli. Un État défaillant a plus que jamais besoin de réformes pour sauver le pays qui en reste. Et un État défaillant est un État qui a besoin de ses partenaires. Je ne suis pas d'accord avec lui non plus quand il se plaint du fait que les aéroports sont tenus par l'aménagement. L'aménagement est venu pour aider à la stabilisation du pays parce qu'on n'a pas une armée capable jusqu'ici de protéger ni les aéroports, ni les frontières, ni même nos villes. Donc vraiment, il faut faire très attention. Et Boubacar Boku, est-ce qu'aujourd'hui, les revendications portées par les mouvements qui demandent la démission du président et de son régime ont des rapports avec la mise en œuvre des rapports pour la paix et la réconciliation? Vous savez, dans le système de gouvernance, tout est lié plus ou moins. On ne peut pas dissocier, c'est un ensemble. C'est pourquoi nous l'appelons un système. Donc, tu ne peux pas prendre une portion du terroir et l'extirper du Mali. Ce n'est pas possible. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui ont des jonctions plus ou moins importantes les unes que les autres. Au niveau des réformes, lesquelles pouvez-nous dire? Je vais en venir tout à l'heure. M. Tounkara a dit tantôt qu'on ne déconcentre pas la misère, ainsi de suite. Ben, on peut trouver la terminologie qu'il voudrait, que ce soit le modèle canadien, le modèle américain ou le modèle français. Tout ce que vous voulez. Mais c'est à débat. Maintenant, quel genre de décentralisation, qu'on appelle président de région, qu'on appelle gouverneur élu, qu'on appelle tout ce qu'on veut, peu importe. On se mettra d'accord sur la terminologie nécessaire. Je pense que l'article 65 déjà de l'accord le prévoit pour qu'on en discute. Il y a des points d'achoppement où on n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec le président de région. Parce que simplement, au moment où on partait pour négocier cet accord, il n'y avait pas une préparation en amont. L'architecture, rien n'était préparé. Nos camarades du Nord ont dit, nous, on en a marre du Mali qui ne s'occupe pas bien de nous, qui ne nous renvoie pas l'ascenseur comme cela. Certains camarades, il faut... Oui, je relativise dans tous les cas de figure. Camarades, certains. Alors, on va à Alger avec quoi dans la valise?
c'est certains brides de réformes de la décentralisation pour dire écoutez, vous êtes nos frères, ne partez pas, mais voilà, mettons-nous d'accord sur un minima pour que ça puisse coller. Maintenant, c'est là qu'il y a eu des défaillances là-dedans. Même l'appropriation, on ne nous a jamais présenté cet accord au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de choses qui ont manqué. Non, tout ça, je ramène ça dans la gouvernance. Ça, il y a eu des problèmes, on le sait. Mais là, il faut réformer. Oui, on l'a dit, on l'a dénoncé. Nous, on a travaillé sur l'accord, on a dit plein de choses. Mais l'accord aussi a de très bonnes choses à l'intérieur. Il faut aussi avoir le courage de le dire. J'ai cité par exemple le relevé de conclusion qui pour moi est une brèche aujourd'hui dont toutes les régions doivent pouvoir profiter. Il a parlé du président élu. Le relevé ne fait pas partie de l'accord, il faut le préciser. Si, c'est partie intégrante. Non, je suis désolé. C'est un document annexe qui n'est pas... Un document annexe qui n'est pas partie intégrante. Non, juridiquement. Parce que, qui a été... Non, l'État essaie de faire accordé après. Non, l'État fait un petit jeu de mots. Un avenant reste partie intégrante d'un accord. Il faut que cela soit clair. La SEMA avait refusé de venir au prime abord. Pourquoi? Parce qu'ils avaient d'autres choses qu'ils ont demandé. Et quand l'État l'a accordé, ils sont venus pour acter, pour dire on est d'accord avec le processus, on est d'accord parce que vous aussi, vous avez accepté ce relevé de conclusion. Et ce relevé de conclusion, moi je l'ai lu. Je ne trouve rien de scandaleux là-dedans, tout ce qu'on dit. Mais je veux juste dire, quand par exemple aujourd'hui à Tombouctou ou ailleurs, vous avez des autorités intérimaires, l'État s'est disqualifié. Pourquoi? Vous créez des régions et vous refusez de les rendre opérationnelles. On fait des élections législatives, les régions ne sont pas opérationnelles. Vous avez un haut conseil des collectivités qui est dans un mandat qui continue sans arrêt. Vous avez des autorités intérimaires dans des zones parce que vous dites qu'on n'a pas pu faire les élections régionales dans ces régions. Mais aujourd'hui, CAI doit demander les autorités intérimaires parce que le gouverneur, suivant le principe de l'accord, ce qui est bon pour l'Azawad, entre Djemé ou les gens du Nord, est aussi bon pour CAI, pour Kidal et partout. Donc aujourd'hui, CAI aurait pu demander, moi aussi vous faites des élections chez moi, ou sinon, on met des autorités intérimaires qui n'ont qu'un consensus de gouvernance locale. Donc ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, moi je pense que même si nous avons des difficultés, le problème de la décentralisation, c'est en fait quoi? Parce que nous pensons à un moment donné, quand nous faisons la réflexion sur la décentralisation, nous avons compris que les ressources financières sont mal gérées par l'État central. Donc nous demandons juste à ce qu'on restitue une partie pour effectivement permettre le développement local de cette zone. Maintenant, 30%, ça c'est une péréquation qu'on n'a pas définie. Parce que quand on dit 30%, mais 30% à qui et comment, rien n'a été défini. 40, Donc, 40. Oui, 40, ça c'est une architecture qui ne répond pas à c'est pas bien structuré. C'est pourquoi je dis qu'il faut une nouvelle architecture institutionnelle. Donc il faut qu'on s'asseye et qu'on regarde la péréquation et qu'est-ce qu'il faut réellement faire. On dit 30%, 30% de quoi et à qui? Les 30%, contrairement à la lecture que les gens font, ce n'est pas affecté à l'Azawad. C'est affecté aux collectivités décentralisées. Et après, il faut une autre clé de répartition qui définisse dans quelles conditions cela est fait. Et nous avons dit en son temps qu'il faut une réflexion stratégique au niveau de la primature qui permette effectivement de dire aux régions là où vous pouvez aller et là où vous ne pouvez pas aller. Votre inquiétude par rapport à l'émiettement du Mali, nous l'avons aussi. Et je pense que nos camarades aussi, ils savent que l'idée aujourd'hui, ils voulaient partir, mais l'idée, ce n'est pas de partir. Mais c'est de trouver quel est le mécanisme qui va faire ensemble, qu'on vive ensemble, mais avec un développement local intégré. Donc ce mécanisme, si nous le respectons de part et d'autre, cela permet effectivement de donner la clé de répartition nécessaire. Et ça ne s'applique pas que seulement aux zones du Nord. Parce que nous avons refusé au prime abord, à cause de cette défaillance de l'État, qui a fait que nous ne sommes pas appropriés de l'accord. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens. Quand je les explique, ils n'ont même pas lu l'accord. On dit, j'ai juste appris dans les médias comme ça, ainsi de suite. Peu de gens ont réellement disséqué l'accord et voir les tenants et les aboutissants. Donc, quand vous regardez dans le fond, vous prenez le principe de la décentralisation, on ne demande pas de leur donner totalement l'indépendance. Vous avez vu qu'on peut, si on crée la nouvelle architecture institutionnelle, mettre les verrous nécessaires pour empêcher à quelqu'un d'avoir une velléité indépendantiste. Donc, la décentralisation, fédéralisme, tout ce que vous voulez, appelez-le comme vous le voulez, le mot peut vous choquer certains ou pas, mais il s'agit de faire en sorte que chacun soit bien chez lui. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un cloisonnement, parce que aussi, là aussi, il faut qu'on explique aux gens, quand on dit par exemple que Kidal a une certaine autonomie dans la gouvernance et que les élus locaux sont peut-être des ressortissants de cette zone, ça ne m'empêche pas, moi, M. Bokoum, ressortissant du Sud, d'aller y travailler, d'aller circuler comme je veux. S'il y a des mines aujourd'hui qui sont exploitées, moi je suis spécialiste en mines, mais je vais aller m'inscrire là-bas et travailler correctement. Il n'y a aucun problème. Donc il y a la transversalité de l'économie. Donc ça ne pose pas de problème, ce n'est pas un cloisonnement. On ne dit pas qu'il faut donner une autonomie, qu'il faut donner une indépendance.
c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc le mécanisme va être réfléchi. Maintenant, là où il y a des pièges, où on ne comprend pas, là où il y a des soucis, où on pense qu'il faut baliser, on se parle, on met les balises nécessaires, on met les verrous nécessaires et on verrouille. C'est ça qui permettra effectivement à la révolution constitutionnelle d'avoir tout son pesant d'or. Parce que tout ce que nous aurions acté, tous les mécanismes sur lesquels nous allons nous mettre d'accord, il faut qu'il y ait un référendum là-dessus. Donc aujourd'hui, effectivement, toutes les réformes qui seraient nécessaires, même par rapport à la démarche du M5 aujourd'hui, il y a plein de réformes qu'il faut faire. Parce que simplement, il y a un dysfonctionnement terrible. Nous avons un État, moi je me permettrai l'expression, failli. Et si l'État faillit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remettre sur pied. Et on ne le met pas sur pied comme Ag l'a dit tout à l'heure, en étant dans la rue, en se tapant entre nous. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur les minima. Donc, nous aujourd'hui, ce n'est pas de dire que leurs revendications, on les met à l'eau. Je l'ai rappelé tantôt à mon entente pour dire que le déni avait déjà parlé de tout ça. Maintenant, la revendication maximaliste qui consiste à faire démissionner le président, qui pourrait éventuellement mettre à mal les institutions, qui pouvait ouvrir la voie à beaucoup de choses. Vous vous rappelez le 19, Mamadou Diko a eu la sagesse de dire aux gens de ne pas monter à Koulouba. Ça aurait pu péter. Il aurait pu ne pas contrôler cette masse et ça aurait donné quoi? Un coup d'État? Un bain de sang? Qu'est-ce que ça aurait donné? Donc on demande juste de réfléchir à des mécanismes qui seraient moins violents, qui comporteraient moins de risques, avec beaucoup d'intelligence. Nous pouvons. En parlant de mécanismes, je vais demander à Moussa Agataël, puisque dans leur communiqué, ils ont parlé de dialogue. Ils prônent le dialogue, ils appellent à la retenue. Il s'agit de quel dialogue, quel format de dialogue? Terre à terre, nous pensons que, tirant les leçons de notre propre expérience, on sait que tout malentendu, toute mésentente, tout conflit finit par le dialogue et par les conflits. Il n'y a rien aujourd'hui qui empêche aux Maliens de se réasseoir et de discuter pour arriver à un problème. Et il n'y a pas, je n'entends pas des revendications aussi bien au niveau du M5 qu'ailleurs qui soient tabous. Les gens sont libres d'exprimer leurs revendications et ils profitent de cette expression, de cette liberté d'expression. Et voilà, on n'a aucun problème avec ça. Mais aujourd'hui, je pense que ce pays est tellement fragilisé aujourd'hui qu'une instabilité prolongée des institutions, une absence prolongée d'un certain nombre de mécanismes internes à l'État peut facilement faire basculer le pays dans des souvenirs encore très récents. Il ne faut pas oublier que 2012, c'est encore hier. Et en 2012, je pense que les soucis de la majorité des Maliens, ce n'était pas la Constitution. C'est déjà d'avoir encore leur pays entier et qu'on ne se retrouve pas avec plusieurs États au sein du même pays. Donc tout ça là n'est pas loin. Donc ne continuons pas à, comme le dit l'adage, à nous entredéchirer au chevet d'une mer mourante. Mais qu'est-ce que vous proposez comme solution? Nous savons parmi les revendications, on n'a pas de solution. Pointe du doigt à l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle. Sincèrement, moi je ne me donne pas ces luxe de penser que j'ai des propositions de solutions. La seule que nous voyons, c'est de se retrouver très rapidement. Ça a déjà commencé, il y a eu des offres de dialogue, il y a eu la CEDEAO, l'Union africaine qui a rencontré tous les acteurs et il faut que ça continue. Je pense qu'aujourd'hui, on doit dépasser les médiations et que le président de la République rencontre tout ce monde-là et qu'il leur dit clairement ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Qu'est-ce qu'il peut donner et qu'est-ce qui est non négociable. Sur cette base-là, les M5 et autres vont se retrouver et faire le point. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et on a un peu duré, moi je trouve qu'on a un peu duré maintenant dans la médiation, dans les intermédiaires. Et il n'y a pas, on n'a pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, il faut que le président de la République, au retour de Nouakchott, de la rencontre du G5, rencontre les protagonistes et que publiquement on sache qu'est-ce que le président de la République offre, qu'est-ce qu'il ne peut pas offrir, et que nos amis du M5 et d'ailleurs également mettre un peu de l'eau dans leur lait et qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel sans la communauté internationale, sans la CEDEAO. Moi, je suis partisan du dialogue entre Maliens sans aucun intermédiaire. Et on a les moyens de le faire. On a des mécanismes traditionnels, ancestraux, millénaires qu'il faut ressortir maintenant, qu'il faut utiliser. Et on a affaire à des hommes de foi, des religieux qui sont impliqués maintenant dans la crise. Il faut eux aussi qu'ils utilisent les mécanismes aussi bien religieux que traditionnels pour qu'on dise à la communauté internationale, CEDEAO, les présidents de la CEDEAO, chaque pays a ses propres problèmes. Restez gérer vos problèmes, on a trouvé les formules et on va s'entendre.